Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous parle d'effondrement. C'est quoi? C'est quand? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors l'effondrement, c'est quoi? Eh bien c'est une théorie qui prévoit la fin de notre civilisation telle qu'on la connaît. C'est-à-dire que la collapsologie, on appelle ça la collapsologie, c'est un champ d'études scientifique qui réunit plusieurs disciplines et qui nous indique que plus rien n'est stable. On va vers un crash, que ce soit au niveau économique, financier, politique, social et écologique. Parce que notre civilisation, notre société qui est mondiale aujourd'hui, a tellement grignoté tout ce qu'il y a sur la planète et en demande une croissance perpétuelle. Donc le système capitaliste dans lequel nous baignons, qui demande une consommation effrénée, nous amène à un niveau d'instabilité qui peut nous amener qu'au crash. Donc voilà, la collapsologie, l'étude de l'effondrement, nous dit en gros, donc il y a des livres là-dessus, vous pouvez lire par exemple, un des livres français que j'avais lu moi il y a 4 ou 5 ans, c'était Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne, qui est assez connu dans le milieu de la collapsologie. Vous pouvez aussi vous intéresser aux conférences ou aux livres de Jean-Marc Jancovici, qui lui est assez calé au niveau des énergies. Mais en gros, on sait très bien que on ne voit pas comment on peut, dans 40, 50 ou 60 ans, pour des raisons écologiques, économiques, politiques, sociales, etc., énergétiques, on ne voit pas comment on peut encore être debout, en tout cas avec les structures sociales et économiques que nous connaissons actuellement. Donc c'est quelque chose d'assez clair. Alors évidemment, c'est une prévision scientifique, on ne sait pas, aucun scientifique et aucun dirigeant ne peut dire exactement ce qui va se passer, mais on sait très bien que de toute façon, nous sommes dans un état totalement instable. Moi, j'en parle beaucoup dans mes conférences au niveau du vivant, au niveau des animaux, de la nature, etc. Mais c'est clair que nous allons en gros au crash. On fonce dans un mur, dans une sortie de route. Et la question, c'est est-ce qu'on peut éviter cette sortie de route? Ou du moins, est-ce que ça peut être une opportunité? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors, on peut se demander s'il y a un effondrement, s'il sera lent ou brutal. Parce que c'est vrai que c'est assez anxiogène. Il y a une série qui est sortie qui s'appelle L'effondrement. On voit que tout se passe sur une journée. En gros, arrêt d'électricité, arrêt de l'approvisionnement. En quelques semaines, c'est le chaos total. Les gens ne peuvent plus se nourrir, les gens ne peuvent plus se déplacer, il n'y a plus d'essence aux pompes. Et puis, ça devient une sorte de fin du monde un peu chaotique à la Mad Max. Ou alors on peut imaginer un effondrement sur plusieurs décennies, etc., quand nous ayons le temps de nous adapter. Quelque part, j'ai envie de dire que l'effondrement, il a déjà commencé. Nous sommes en période d'effondrement. Commençons par l'effondrement du vivant. Déjà, le vivant, les écosystèmes sont en train de s'effondrer. On dit que WWF a donné un rapport il n'y a pas longtemps que 60% des populations d'animaux sauvages ont disparu en 40 ans. Les rapports scientifiques indiquent qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Si les océans meurent, nous mourrons, je le rappelle. Les forêts primaires sont en train de disparaître. En Amazonie, c'est à cause de notre consommation de viande, parce que là-bas, on fait pousser du soja transgénique pour nourrir notre bétail, nos animaux, enfermés dans des hangars. Et là-bas, c'est pareil, c'est comme chez nous, on détruit tous les sols, monoculture intensive, pesticides, insecticides, fongicides, ça fait qu'il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus d'oiseaux, d'insectes, etc. Tout disparaît. On peut parler aussi de la grande barrière de corail en Australie, c'est un exemple parmi d'autres. L'émission animée par Hugo Clément nous le montrait il n'y a pas longtemps. On voit cette grande barrière de corail qui est une source gigantesque de variétés génétiques et qui est en train de s'effondrer. Comme ça, à l'échelle de la planète, on s'aperçoit que les forêts, les mers, les rivières, les lacs, etc., tout est en train d'être rongé par les populations humaines qui grignotent petit à petit. Donc là, nous vivons actuellement une période d'effondrement. Heureusement, la nature a un grand pouvoir de résilience et je pense que si on arrêtait, elle aurait les capacités de rebondir.
Alors, assistons-nous à une sorte d'effondrement social? Eh bien oui, quelque part, je le pense, autant à l'échelle de la planète qu'à l'échelle de nos pays industriels. À l'échelle de la planète, déjà, c'est visible. Beaucoup de gens, donc, déjà, font face à un dérèglement climatique qui va être de plus en plus problématique pour eux. Mais en plus, ils sont face à des famines, la malnutrition, une absence d'eau potable, etc. Et beaucoup sont dans la précarité, voire une extrême pauvreté. Donc, on voit bien que malgré toute notre technologie, nos inventions, tout ce qu'on est capable de faire, la richesse n'est toujours pas bien distribuée et qu'on laisse les autres vraiment dans le dénuement le plus total. Mais même dans nos pays, il y a une sorte d'effondrement social. On voit bien qu'il y a un écart toujours plus grand entre ceux qui possèdent les richesses et ceux qui sont exploités. C'est-à-dire, on voit bien, par exemple, avec le mouvement des Gilets jaunes, non seulement il y a un problème de représentation politique, parce que nous ne sommes pas représentés politiquement, c'est pas nous qui votons les lois, mais en plus, les gens sont face à plus en plus de précarité. Et il y a la disparition du service public, beaucoup de choses publiques qui font partie du patrimoine national, etc., sont vendues, sont disséminées, sont vendues à des sociétés privées. Enfin bref, nous assistons à un net recul sur le plan social et rien ne nous indique que ça va s'arranger. Et ne parlons pas de toutes ces personnes migrantes, de ces populations qui viennent de pays qui connaissent la guerre et qui arrivent sur nos sols et voient des portes fermées sur le plan social et économique. Donc voilà, à l'échelle de la planète, cet effondrement social existe bel et bien. En tout cas, c'est une fracture qui est grandissante. Ça ne va pas du tout dans le sens de l'apaisement et de l'amélioration. Alors, on peut parler aussi d'un effondrement de la santé, parce que dans tous nos pays dits civilisés, les pays occidentaux, eh bien, c'est vraiment une hécatombe. Déjà, il faut rappeler que 400 personnes, rien qu'en France, 400 personnes meurent chaque jour à cause des maladies cardiovasculaires. C'est hallucinant. En 2020, on devrait se dire qu'on est en bonne santé, on sait guérir des maladies, etc. Mais c'est hallucinant, 400 personnes par jour en France. Ça, c'est des chiffres récents en 2019. Et puis, il y a le cancer, c'est une hécatombe. Aujourd'hui, les cancers, c'est tout le monde peut en avoir, y compris des jeunes, etc., des gens de 30 ans et tout ça. On estime qu'il y a eu 400 000 nouveaux cas de cancer en France en 2017. Ça, c'est les chiffres uniques cancer. Voilà, notre médecine ne nous guérit pas des maladies modernes. Au contraire, les firmes agroalimentaires nous empoisonnent et les firmes du médicament, les firmes pharmaceutiques, sont là pour nous faire tenir bon, pour nous vendre de médicaments. Et voilà, on meurt toujours autant, voire plus, de toutes ces maladies. Alors, je ne parle même pas de toutes ces maladies liées au stress, aux angoisses, qui mènent au burn-out ou à la dépression et qui nous font consommer aussi beaucoup de médicaments. Mais nous sommes, nous, l'espèce humaine, devenus des gens extrêmement fragiles, extrêmement malades, qui avons besoin de médicaments en permanence. Et je pense que c'est très intéressant de voir l'état de notre santé parallèlement à l'état de la santé de la Terre. Est-ce que notre santé ne reflèterait pas l'état de santé de la Terre, ou est-ce que la planète Terre, l'état de la santé de la planète, n'est pas le reflet de notre santé, nous, les êtres humains? C'est une question qu'on peut se poser et à mon avis, ça fait partie de l'effondrement. Alors on a parlé d'un effondrement en cours au niveau de l'environnement, au niveau social, au niveau de la santé, et on peut parler aussi d'un effondrement sur le plan financier, parce qu'aujourd'hui sur le plan économique, on va de crise en crise, et les économistes avisés nous disent qu'une prochaine crise va bientôt arriver et qu'on n'a absolument pas un système qui peut nous protéger des crises, parce que voilà, on est toujours en pleine spéculation, on est toujours à faire absolument n'importe quoi avec cet argent virtuel, la spéculation est reine, le système capitaliste est complètement fou, il n'y a personne qui le pilote, c'est que la recherche de profit, et évidemment ce n'est absolument pas stable. Donc les crises vont se succéder, et il y aura peut-être un jour une qui sera plus forte que les autres, et les banques ne pourront plus donner, plus faire sortir ces billets, plus donner d'argent aux gens, et là on peut carrément arriver à quelque chose qui ressemble à un blackout et à un effondrement du système financier. Donc voilà, ça on peut estimer que toutes ces sortes d'effondrements, on est déjà en train de les vivre, et que finalement, est-ce qu'on va vers un effondrement brutal? On n'en sait rien, mais l'effondrement lent est déjà en cours. Alors, est-ce qu'il y a des plans mis en place aujourd'hui pour éviter l'effondrement? Eh bien non, aucun.
Aucun. C'est-à-dire que qui dirige notre société aujourd'hui? Ce sont les marchands. On vit dans un système capitaliste qui s'est emballé toujours à rechercher une croissance infinie, hein, quelque chose une courbe exponentielle, sauf qu'on est dans un monde fini, donc on n'est plus des citoyens, nous, hein, on est seulement des consommateurs, et l'idée c'est que ce système capitaliste, son seul moteur, c'est la recherche du profit, et il n'y a personne aujourd'hui qui a un plan sérieux pour contrer un effondrement probable. La machine s'emballe, nos dirigeants politiques, on le sait bien, ne dirigent rien, puisque ce sont les marchands, alors quand je parle des marchands, je parle de la haute finance, des grandes multinationales, etc., qui font les lois et qui dirigent le monde. Ce qu'il faudrait pour éviter un effondrement, hein, et des règlements climatiques et tout ce qui s'ensuit, ce qu'il faudrait, c'est que ces grands marchands cessent leur recherche de profit à tout prix, mais du coup, ils cesseraient d'exister, c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui, il faudrait qu'ils rendent le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils arrêtent, qu'ils cessent. Or, il n'y a aucun signe qui nous montre que les grands dirigeants de cette planète, qui tiennent les rênes économiques du monde, veulent rendre le pouvoir. Il n'y a aucun signe qui va dans ce sens-là. Donc voilà, rien n'est mis en place aujourd'hui, et on est amené à consommer tant et plus. Et alors, en bons petits soldats consommateurs que nous sommes, au lieu d'arrêter la viande, arrêter le poisson, hein, la destruction des mers, la viande, ce qui accélère le dérèglement climatique, qui pollue tout, qui fait du mal aux animaux, qui nous empoisonne aussi notre santé, arrêter les produits industriels et arrêter cette consommation de marchandises, cette consommation d'énergie à tout crin, etc. Eh bien, évidemment, on est appelé à consommer toujours plus, avec des publicités, des tentations, etc. Ce qui fait qu'il y a un emballement, on est tous conscients qu'on va dans le mur, mais il y a un emballement qui est absolument incontrôlé. Personne ne dirige notre civilisation aujourd'hui, à part cette loi sacro-sainte de la recherche du profit. Alors, à quel problème nous serions confrontés s'il y avait un effondrement brutal ? Alors, je ne dis pas du tout que c'est ce qui va se passer, mais bon, on en parle beaucoup, alors faisons de la fiction. Voilà, le problème, c'est que nous sommes des millions de personnes entassées dans les villes, et si il n'y a plus d'électricité, s'il n'y a plus de transport, d'essence dans les pompes, etc., il n'y aura plus d'approvisionnement à Rungis et puis dans tous nos magasins, donc plus de nourriture dans les villes, ça risque de poser un gros problème. Vous imaginez les vagues de population qui vont migrer, qui vont sortir des villes, aller dans les campagnes pour trouver à manger. Là, qu'est-ce qu'on va manger ? Comment on va se loger, comment on va s'organiser. Au départ, ça risque d'être très compliqué, ça c'est le premier problème, de l'eau potable, voilà. Et ça peut même créer évidemment ce qu'on imagine, ce qu'on fantasme un peu en ce moment, une espèce de chaos, avec tous ces films de fin du monde un peu. Ou alors quand on imagine des guerres de clans vraiment très violentes, type Walking Dead. You're Rick, right? I'm Negan. And I do not appreciate you killing my men. Also, when I sent my people to kill your people for killing my people, you killed more of my people. Not cool. Enfin bref, voilà, je ne dis pas qu'on va arriver à ça, moi je pense qu'il y a une autre période qui arrive, mais voilà les problèmes auxquels nous serions confrontés s'il y avait un effondrement brutal. Et il y a un autre problème qui est lié plus aux pollutions, hein, c'est-à-dire que toutes ces industries chimiques, voilà, tous ces produits chimiques qu'il y a dans plein d'usines, eh bien si ça se déverse, si ça se répand, si ça explose, etc., si personne n'est là pour contenir ça, ces pollutions, ça pourrait être très problématique, voire même concernant les centrales nucléaires. Certaines, notamment dans les pays de l'Est ou d'autres pays, sont pas très bien sécurisées. Et qui va refroidir le cœur nucléaire ? Est-ce que c'est sécurisé ? Est-ce que c'est automatisé, etc. Je sais qu'on est assez bien protégé avec nos technologies chez nous, c'est-à-dire qu'il faut peu de temps pour éteindre une centrale et refroidir le cœur, mais il y en a d'autres de par le monde où ça pourrait être très compliqué et il faudrait avaler beaucoup de pastilles d'iode, si vous voyez le problème. Alors voilà, là j'ai évoqué des problèmes concrets qui arriveraient en cas d'effondrement brutal. Cela dit, quel genre de réaction nous pourrions avoir ?
je pense que ça serait peut-être très intéressant de voir quand on est vraiment en très grand danger, de quelle façon on pourrait s'élever et réagir, et de quelle façon on pourrait peut-être s'entraider. Je ne crois pas spécialement que en période de chaos, on arriverait à des guerres civiles et vraiment à des guerres de clans, mais je pense qu'au contraire, d'abord, je pense qu'on change de période, et je vais en parler ensuite, mais je pense qu'on pourrait assister à des réactions de solidarité, des réactions de chaîne pour se débrouiller ensemble et survivre, et ça pourrait être peut-être intéressant. On a vu vraiment plusieurs fois dans l'histoire, lors de grands accidents, etc., des gens se réunir, se donner la main et être très courageux les uns pour les autres. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que les réactions ne sont peut-être pas celles qu'on imagine de façon négative et chaotique, mais peut-être qu'elles seraient assez positives. Alors voilà, je vais vous soumettre une réflexion. Pourquoi ne pas voir cette fin de période, cet effondrement, ce bout de course comme ça, comme une opportunité? Alors d'abord, il faut être très modeste, on ne sait pas ce qui va se passer, ça ne sert à rien de faire des prédictions, il y a beaucoup de forces en jeu, il faut rester humble, il y a les forces liées à notre société, à notre psychologie, les forces de la nature, les forces même dans l'invisible, on ne décide pas de tous les cycles, etc. C'est-à-dire qu'il faut rester, à mon avis, relativement modeste. Mais si nous assistons à une fin de période, parce que vous voyez, là il y a une courbe, on est en train de chuter, cette période qui était celle de l'égoïsme, de l'individualisme, d'une vision très matérialiste du monde, hein, la recherche du profit à court terme, la recherche du plaisir à court terme. Ceux qui possèdent l'argent aujourd'hui n'hésitent pas à exploiter les animaux, les humains, la planète, etc. Tout ça qui nous a emmenés avec un élan frénétique comme ça, qui nous a emmenés vers cette période chaotique qu'on connaît. Voilà, on est en train de terminer cette période, mais du fumier peuvent naître des fleurs. Et on peut très bien assister en parallèle à la naissance d'une nouvelle période. Moi, j'en suis sûr. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui plein de nouvelles consciences éclore, vraiment. C'est-à-dire des gens qui veulent mettre le cœur, l'amour en avant, la solidarité, se donner la main, bâtir un monde sur de nouvelles bases. C'est-à-dire avoir une vision un peu plus spirituelle des choses, une vision plus profonde, plus élevée, etc. Et ne pas rechercher bêtement et individuellement le profit à court terme. Donc voilà, peut-être que c'est très intéressant, c'est quand on va dans la souffrance, quand on va dans la fin de quelque chose, qu'une nouvelle période démarre, un nouveau cycle, et c'est à nous de prendre nos responsabilités aujourd'hui. Je pense que c'est à nous de mettre de l'espoir, d'être positif et de savoir, tiens, peut-être que quelque chose va renaître de ses cendres et que c'est à nous de décider ce qu'on va construire maintenant. Et voilà, c'est ce dont je vais vous parler dans la suite de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout d'abord, je n'ai pas les réponses pour tout, mais si on veut déjà limiter notre impact, les dégâts sur cette planète, etc., pour commencer, on peut déjà avoir un régime végétalien ou vegan, c'est-à-dire arrêter les produits laitiers, la viande, les poissons, etc. Ça, c'est un dégât énorme, c'est un impact énorme sur le dérèglement climatique et sur la pollution de notre planète, la déforestation et la mort des océans, etc. C'est ensuite faire attention évidemment à notre consommation d'eau, faire attention à nos déplacements, trier nos déchets, etc. Et voilà, on peut déjà commencer à limiter dans notre consommation chaque jour, chacun, notre impact. Mais ensuite, il y a deux grands volets. Il y a un volet technique de comment on peut se préparer, et il y a un deuxième volet auquel je tiens et dont je vais vous parler ensuite. Alors concernant la technique, eh bien, on connaît des choses, allons-y, préparons des sols, faisons de la permaculture, en harmonie avec le vivant, en harmonie avec la terre, avec les animaux, mangeons végétal, bio, local, évidemment, achetons des fermes, des hameaux, etc., pour se retrouver ensemble et préparons les sols. Ça, c'est très important, qu'il y ait un effondrement brutal ou non, de toute façon, ce sera important de changer de modèle agricole et d'aller vers la voie de l'autonomie alimentaire. Donc, on peut commencer tous ensemble, avec des jardins partagés, etc., à préparer des sols avec de l'agriculture pacifique, avec de la polyculture, avec ce qu'on appelle la permaculture. C'est très efficace, c'est facile, c'est ludique, allons-y. On peut aussi travailler par exemple sur des chantiers participatifs, faire de l'éco-construction, c'est-à-dire des maisons, des habitations qui sont autonomes en énergie, autonomes en ce qui concerne l'eau, hein, par exemple avec des systèmes de filtration, avec des puits, etc. Enfin, aussi peut-être apprendre à se nourrir dans la nature,
nature, connaître les plantes dans les forêts, etc. Enfin, il y a énormément de stages aujourd'hui et c'est pas lié, à mon avis, à du survivalisme anxiogène parce que moi, je ne suis pas vraiment dans l'idée du survivalisme, genre je prends mon fusil, je protège ma famille dans la forêt et je m'enferme. Ça ne va pas marcher du tout. Ça, si en face, il y a des gens plus forts que moi, je ne vais pas survivre longtemps. Ça ne peut pas marcher. Je pense qu'il faut apprendre ensemble à faire de la permaculture, ensemble à préparer nos sols, ensemble à récolter, ensemble, à faire des éco-constructions ensemble, des villages, des éco-villages ensemble. Ça, c'est la meilleure manière de commencer à travailler ensemble, la main dans la main, vers la voie de l'autonomie, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit énergétique, etc. Donc ça, c'est sur le plan technique déjà ce que l'on peut faire. Ensuite, il y a un deuxième volet. Moi, ce volet-là m'intéresse énormément. On n'en parle pas très souvent, mais c'est le volet psychologique et spirituel. C'est très très important selon moi parce que si on ne reste que sur le plan technique, si on veut apporter que des réponses politiques et techniques sur le plan des techniques pour faire des choses écologiques et aller vers la voie de l'autonomie, eh bien on passe à côté de l'essentiel, c'est le sens sur le plan humain, sur le plan intérieur. Et s'il n'y a pas ça, on ira de toute façon vers des violences, vers des systèmes de domination comme on a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quoi quand je dis psychologie et spirituelle? D'abord, c'est vraiment nourrir cet idéal à l'intérieur chaque jour, de rendre service à l'autre, faire les choses avec les autres, avec mon collègue, avec mon voisin, pour mon collègue, pour mon voisin, pour mon compagnon, ma compagne, mes enfants, des étrangers, des animaux, etc. Exercer son empathie, sa compassion, faire des choses ensemble, c'est hyper important. Comment je vais rendre service aux autres aujourd'hui? Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que plus on va nourrir ces valeurs-là, plus on va prendre ces habitudes-là, plus en cas d'effondrement brutal, si ça devait arriver, eh bien, nous aurons ce réflexe de faire les choses ensemble. Ça, c'est primordial. Le vivre ensemble, le faire ensemble, avancer ensemble, dans quelque chose de joyeux qui est de l'ordre de rendre service aux autres. Parce que rendre service aux autres et voir les autres heureux et pas toujours dans un système de concurrence et de compétition, eh bien, psychologiquement, ça nous rend heureux. C'est quelque chose de très important. Et là, on peut vraiment poser les bases d'un nouveau monde. Et c'est quelque chose de très important sur le plan psychosocial. C'est très, très important. Ce système d'entraide, de bienveillance, d'altruisme, c'est quelque chose qu'on peut nourrir dès aujourd'hui pour éventuellement préparer l'après. Et il y a le volet spirituel qui est lié à ce volet psychologique, et c'est pour moi qui est fondamental, c'est-à-dire mettre l'intellect, le mental, vraiment les pensées au service du cœur. La compassion, l'amour. Pour moi, l'amour et la compassion, c'est pas juste comme ça des mots, une idée. Pour moi, c'est les énergies les plus puissantes. Celle qui rassemble, celle qui nous élève. C'est l'idéal pour moi le plus élevé. Et ça ne veut pas rien dire, ça veut dire sortir des peurs de mourir, sortir des peurs de souffrir, sortir de la peur de la solitude, la peur de l'autre, de la concurrence, de la domination, etc. Et c'est rentrer dans une autre sphère beaucoup plus élevée, changer son point de vue, et puis ne pas être dépendant, esclave d'une vision matérialiste, celle qu'on nous a appris depuis tout petit dans ce système capitaliste de consommation. Travailler sur le plan de la méditation, de la pleine conscience, c'est-à-dire être dans le présent, pas être coincé dans le passé ou dans le futur. Ces angoisses qu'on a, ces peurs, ces insomnies, ce stress, ces colères, cette haine, la peur de l'autre, tout ça, quand on travaille spirituellement de façon introspective, ça disparaît. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est être là maintenant. Et si on est tout à fait détendu comme ça, en pleine conscience, en chemin vers l'éveil, je vous jure que ces changements de société, ils vont se faire tout seuls. Donc plus on sera à nourrir cette conscience, à élever notre point de vue, à comprendre les lois de l'univers, ces lois qui nous gouvernent, ce que j'envoie, je le reçois. J'envoie de la haine, je reçois de la haine. J'envoie de l'amour, je reçois de l'amour, des choses comme ça. Eh bien, si on comprend tout ça, on peut bâtir quelque chose de solide. Je pense qu'on est en train de changer de période. Tous les jours, je vois des gens des consciences qui éclosent comme ça, vous voyez, c'est vraiment magnifique, c'est de la joie, c'est de la hauteur, c'est élever son point de vue, c'est pas encore une fois accumuler de nouvelles informations et de nouveaux savoirs, c'est élever son point de vue, aller à l'essentiel.
Donc voilà, je pense qu'on peut rester positif, rester optimiste. Je pense avoir un petit peu balayé cette question, en tout cas à ma façon, d'avoir expliqué ce que c'est que cette idée de l'effondrement, c'est-à-dire la fin de cette civilisation telle qu'on la connaît. Les raisons scientifiques qui nous mènent à penser ça, elles existent. Bon, on ne saura pas ce qui va se passer exactement. Ça sert à rien de jouer les visionnaires si on n'a pas, parce qu'il y a plein de choses qui nous dépassent. On ne peut pas tout savoir à l'avance. Cela dit, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est développer notre compassion, notre amour, notre sens de l'entraide, arrêter de manger les animaux, de manger les poissons, limiter notre impact, faire attention à tous nos gestes au quotidien, et puis nourrir cet esprit d'entraide, développer de nouvelles techniques, et se dire, eh bien, on va se saisir de cet effondrement qui est en cours pour préparer les bases d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle époque, et pourquoi pas. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a une épingle à tirer du jeu, et que c'est le moment, c'est des fois dans la souffrance, qu'on prend conscience et qu'on a envie de changer. Et c'est peut-être cette grande souffrance à l'échelle de la planète, à l'échelle de toute notre civilisation, qui va nous permettre d'aller vers de nouvelles bases, vers un nouvel état. Donc voilà, si vous avez des choses à dire, des compléments, des contradictions, des arguments à apporter, votre avis m'intéresse évidemment. Si vous voulez partager, si ce point de vue vous va bien, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo. En attendant, servons-nous de chaque opportunité dans la vie, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie collective. Saisissons chaque opportunité pour changer, progresser, nous améliorer et nous élever. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, chaque vie compte. Et puis, je vous aime. Ciao.